impressionné par le nombre de diplômes que vous avez accumulés, en plus d'être membre du barreau, une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique, une maîtrise en histoire des relations internationales, des cours de droit à l'École de santé publique de Harvard et à la Cour internationale de justice de La Haye. Ça commence, ça instaure en fait toute la crédibilité avec laquelle vous allez nous présenter les nouvelles réformes de droit qui s'en viennent. Ça montre à quel point vous vous tenez à jour sur les différents développements. Merci beaucoup. Non, écoutez, il arrive un point que quand ça fait assez longtemps que vous faites la même chose, on vous donne des diplômes ou vous accumulez un certain bagage, là, c'est peut-être juste ça. Je vais partager mon écran, si vous le permettez. Juste question qu'on... bon, voilà. Écoutez, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. On m'a demandé, dans le fond, de vous présenter en lien avec justement des situations un peu particulières là, qui se produisent notamment depuis les annonces là, du ministre Carman de l'année dernière là, sur les nouvelles trajectoires là, de ces DPJ, là, avec des parents d'enfants suivis par la DPJ. On m'a demandé donc de vous présenter un peu le cadre légal de la collaboration, puis le thème vient vraiment, c'est ce qu'on m'a demandé, là, la collaboration avec la Direction de la protection de la jeunesse. Vous dire rapidement deux choses. Premièrement, moi, avant d'être au CIUS du Nord, j'étais au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal et j'ai donc j'ai pratiqué en droit de la jeunesse parce que le contentieux de la DPJ est là. Avec la fusion là, du PL10, là, je me suis retrouvé un peu là. C'est un genre d'ovni, là, mais ils sont 20 avocats qui font ça à temps plein. C'est une pratique de volume. Ils font plus de 10 000 actes de procédure par année. Alors, c'est du signalement, voulez-vous, dans là. Vous dire aussi que j'ai monté un petit PowerPoint qui va vous être rendu disponible. Alors, ça va me faire plaisir de vous le faire parvenir, ce PowerPoint-là. Là, c'est sûr qu'il y a peut-être des choses que vous savez qui vont être un peu générales. On n'a pas beaucoup de temps. Le cas échéant, vous me réinviterez si vous voulez qu'on plonge un peu plus, notamment dans le PL15, là, le projet de loi de la fameuse réforme là, de la loi de la protection de la jeunesse. Et je vous propose peut-être qu'on se garde des questions de discussion à la fin, mais ceux qui m'ont été envoyés, je les ai intégrés au PowerPoint. Je les ai intégrés donc déjà, alors vous allez peut-être vous reconnaître un petit peu là-dessus. Alors, sans plus tarder, peut-être y aller là, d'emblée. Là. Alors, vous allez comprendre qu'avec la vitesse que je parle, vous allez être bien content d'avoir mon PowerPoint. OK. Parlons rapidement droit de la jeunesse. De quoi est-ce qu'on parle? Lorsqu'on parle de droit de la jeunesse, évidemment, on parle notamment la charte des droits et libertés de la personne. La notion toujours, puis vous allez voir, ça revient à peu près tous les textes de loi, protection, sécurité, attention que les parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. Donc, le droit à protection, sécurité, attention. On l'a dans le Code civil. Protection, sécurité, attention. Et vous devinez que l'histoire de soins loge en dessous de ça. Là. Mais c'est vraiment là. Et on le retrouve aussi, Code civil, toutes les décisions qui concernent un enfant doivent être prises dans son intérêt. Ça fait l'objet d'un débat avec le PL15. La sortie de Mme Laurent, c'est de dire que la nouvelle refonte ne met pas assez l'accent sur l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. Ça a brasser un peu les murs du temple, puis même le ministre Carman a dit qu'elle allait réviser son projet de loi en lien avec ça. Pour nous, juristes, on trouve ça un petit peu ridicule parce que le concept date de 1985. On le retrouve dans la jurisprudence et dans la loi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là. Mais bref, intérêt de l'enfant, respect de ses droits. Et là, la DPJ a une série de formulaires et de variables là, pour mesurer c'est quoi les besoins moraux, intellectuels, affectifs, physiques de l'enfant, son âge, sa santé. Bref, pour déterminer c'est quoi l'intérêt de l'enfant. Ça semble subjectif, cette affaire-là, puis qu'à une certaine mesure, ça l'est, mais on essaye quand même de structurer ça. Ce qui est intéressant, c'est que le Code civil à une autre section complètement, beaucoup plus loin, à partir de l'article 597 et suivant, revient sur la notion d'autorité parentale en disant que les pères et mères ont à l'égard de leur enfant le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation. Alors là, on précise encore garde, surveillance, éducation, mais les deux ensemble. L'article 600 le dit. Les pères et mères exercent ensemble l'autorité parentale. Ce qui veut donc dire que lorsqu'ils doivent consentir, ils doivent être d'accord pour les soins que reçoivent leurs enfants. C'est eux qui consentent ensemble aux soins. Mais, il y a une exception bien importante,
à l'égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte d'autorité à l'égard de l'enfant est présumé agir avec l'accord de l'autre. Dit autrement, lorsque vous faites affaire avec papa à maman, on s'entend sur un soin, et là, après ça, vous continuez avec maman, vous êtes des tiers de bonne foi et vous pouvez présumer que papa est toujours d'accord. Tant que papa ne s'est pas manifesté pour dire je ne veux plus. S'il dit je ne veux plus, là, ça bloque. Parce que les deux doivent consentir. Mais on peut, donc, nous, on est des tiers de bonne foi. Et lorsque ça bloque, bien, évidemment, nous autres, on va rencontrer les parents, puis nous autres, vous autres, dis-je, pas moi, ça exclut la personne qui parle, et vous allez essentiellement leur dire, écoutez, là, entendez-vous, là, hein, voici le soin requis, voici ce qu'on veut faire, entendez-vous. Si vous ne vous entendez pas, ben moi, nous, on a une obligation, on est envers l'enfant de quoi? Ben de le cas échéant, de faire un signalement. Mais un des deux parents qui ne s'entend pas avec l'autre pourra, dans ce temps-là, saisir le tribunal pour essayer justement de dénouer la question. Et donc, et 605 revient sur cette notion-là, que même si la garde est confiée à l'un des deux parents, les pères et mères conservent le droit de surveiller son entretien et son éducation et sont tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés. L'entretien, éducation, la notion d'entretien inclut le consentement aux soins. Donc, encore une fois, les deux doivent consentir, et donc, ça cause des problèmes parce que notamment quand les enfants sont placés par la DPJ, ils ne sont plus avec leurs parents, mais il faut quand même, à moins que l'ordonnance de la DPJ dit oui, c'est le directeur qui va consentir de façon substituée ou qu'il y a une déchéance parentale, mais sinon, on continue à faire affaire avec ces parents-là. Des fois, ce n'est pas une sinécure. Évidemment, bon, le tribunal peut être saisi à tout moment de décision qui concerne les enfants. La jurisprudence, je vous ai parlé depuis 85, mais je saute, là, je vais au punch, là, dans Young contre Young en 93, a clairement défini que c'est l'intérêt de l'enfant qui est le seul critère qu'on doit tenir compte lorsqu'on prend une décision qui concerne l'enfant. Les droits des pères et mères ainsi que leurs préférences pour l'un d'eux ne joue donc aucun rôle, c'est l'intérêt de l'enfant. Et donc, évidemment, ça s'applique à toutes les décisions qu'un tribunal doit prendre relativement à un enfant. Là, au Québec, lorsqu'on parle du droit de la jeunesse, je vous l'ai dit, on fait de l'apnée à midi, là, on ne fait pas de la plongée sous-marine. Lorsqu'on parle de droit de la jeunesse, on parle de deux choses. On parle de dans le jargon, ce qu'on appelle la protection ou de la LSJPA. La protection, comme son nom le dit, on va le voir dans quelques instants, c'est vraiment propre au régime civil, à la protection des mineurs. La LSJPA, c'est l'ancienne loi sur les jeunes contrevenants. C'est un filtre que socialement, on a décidé de mettre entre le mineur et le système de droit criminel, de justice pénale, parce qu'on se dit, on ne veut pas que ce système-là s'applique dans toute sa lourdeur avec des peines extraordinaires envers des jeunes. On veut leur donner une chance, on croit à la réhabilitation du jeune. Et donc, c'est cette notion-là, donc, de LJPA. J'en parlerai pas aujourd'hui, on va parler plus de protection. La loi sur la protection de la jeunesse ne fait pas de distinction entre les enfants et les adolescents. C'est un mineur. En bas de 18 ans, c'est un enfant, de la naissance à 18 ans. Mais dans certains cas, même la LPJ va s'appliquer au-delà de 18 ans, peut même aller jusqu'à 21 ans dans des cas d'hébergement, puis va produire des effets sur des ordonnances qui, en principe, ne devraient pas avoir lieu parce qu'ils sont rendus majeurs, mais à cause de circonstances particulières, on va retrouver ces jeunes-là, notamment à Cité des Prairies ou à des endroits de même qui vont continuer à être hébergés, faute de ressources dans le réseau. Et l'autre critère qui est au cœur de la loi de la protection de la jeunesse, la notion c'est des situations, des jeunes qui vivent des situations qui compromettent leur sécurité ou leur développement. Et ça, c'est ce qu'on appelle les situations de compromission. C'est vraiment ça. Et donc, dans la loi de la protection de la jeunesse, on dit, puis on le répète, c'est les parents qui sont responsables du soin, de l'entretien et de l'éducation de leurs enfants. Toujours ces trois choses-là, soin, entretien, éducation. On veut maintenir l'enfant dans son milieu familial quand c'est possible, mais lorsque c'est impossible, l'État va embarquer et va malheureusement devoir, dans certains cas, retirer les enfants. Mais l'intention de la loi, c'est quoi? Garder l'enfant dans son milieu, mettre fin à la situation de compromission. C'est vraiment, vraiment ça. Pourquoi est-ce que la LPJ est si importante en droit de la santé et services sociaux? Pourquoi est-ce que moi, quand je donne des formations sur le cadre juridique de l'intervention, on ne serait pas en jeunesse aujourd'hui, je vous donnerais une formation générale et pourtant je vous parlerais de la LPJ à cause de l'article 39.
L'article 39 de la Loi de la protection de la jeunesse est un article quasi unique dans l'édifice juridique québécois parce que ça crée une obligation pour tout professionnel, tout employé d'un établissement, enseignant, policier, qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou pourrait être considéré comme compromis, est tenu, pas peut, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur. Le législateur a créé une obligation, donc pour tout professionnel œuvrant dans un établissement de santé et services sociaux, mais aussi pour tout professionnel qui, dans le cadre de ses fonctions, voit une situation de compromission, il doit faire un signalement. Ce qui veut donc dire que vous pourriez théoriquement recevoir un majeur, justement, dans le cadre d'un suivi psychiatrique et constater qu'il est accompagné d'un mineur qui est mal en point et l'obligation de faire un signalement sur un mineur qui n'est même pas votre patient, que vous ne connaissez pas beaucoup, mais que vous avez quand même des motifs raisonnables de croire qu'il y a une situation de compromission, bien, vous êtes tenu de faire un signalement. Alors, c'est un article assez extraordinaire. Je vous l'ai mis au long, là, vous le lirez, là, et on décline les situations aussi, où que donc, c'est professionnel, mais monsieur, madame, tout le monde, s'il y a une situation de compromission qui touche l'agression sexuelle, au risque d'agression sexuelle ou encore de violence physique, a la même obligation de signaler. Tandis que les autres cas, qu'on va voir dans un instant, les motifs de signalement, eux autres, c'est peu. Ça crée une obligation ben, vous pouvez signaler si vous sentez que c'est à l'aise de le faire ou si vous avez des motifs de croire, mais vous n'avez pas la même obligation que vous et moi dans le cadre justement de l'article 39. Évidemment, bon, c'est ce que je viens de vous dire, là, donc cette nuance entre le peut et le est tenu. Évidemment, toute personne aussi qui a l'obligation de signaler une situation d'abus physique ou d'abus sexuel en vertu de l'article 39 doit le faire, même si les parents ont pris des moyens pour mettre fin à la situation. C'est vraiment l'intention du législateur de protéger l'enfant, l'intérêt de l'enfant prime, ce qui donne des situations particulières parce que vous pouvez être dans une relation thérapeutique là, avec le parent là, et vous avez un lien de confiance. Moi, je l'ai vécu lorsque j'accompagnais des intervenants en parentalité, qui aidaient des personnes avec une déficience intellectuelle à devenir des bons parents, mais il y a une ligne rouge dans le sable qui fait qu'il arrive un point où que votre client, votre patient, passe de l'autre bord et devient tout simplement l'objet du signalement. Puis c'est bien plate parce que ça fait éclater la relation thérapeutique. Mais la LPJ, c'est une loi que nous, en droit, on qualifie d'une loi de police, ce qui veut dire que c'est une loi qui s'applique, qui a préséance sur les autres lois, qui a préséance sur à peu près toutes, là, qui doit se lire de pair avec votre code de déontologie, mais qui, si vous lisez votre code puis vous êtes dans une situation de la LPJ, elle va teinter votre lecture et elle va dire tout simplement, vous mettez ça de côté et vous faites un signalement. C'est vraiment appelé, elle va aussi loin que ça. Et ça s'applique même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l'avocat, parce qu'évidemment, on est meilleur que vous. Là. Non, mais blague à part, parce qu'il y a une question de défense pleine et entière. Là, le projet de loi 15 l'applique aussi aux notaires aussi. Mais sinon, même ceux qui sont si vous êtes liés par le secret professionnel, vous êtes tenus de signaler. Bon, je vous ai mis là, le projet de loi 15 revise un peu cette situation-là pour essayer, dans le fond, de mieux le préciser, là, de dire, OK, là, c'est vraiment, là, voici comment ça s'applique, voici, on écrit la même chose, mais juste un petit peu plus clairement, disons. La question qu'on m'a posée, est-ce qu'il y a des critères définis pour faire un signalement, compromission du développement, du bien-être de l'enfant, comment le juger? Oui, c'est les articles 38 et 38.1 de la LPJ qu'on appelle les motifs de compromission. 38A, abandon. Lorsque les parents d'un enfant sont décédés, ils n'en assument pas de fait les soins d'entretien d'éducation et que ces responsabilités ne sont pas assumées compte tenu des besoins de l'enfant par une autre personne. Ça arrive plus souvent que vous le croyez. C'est des cas notamment de parents qui repartent dans un pays ailleurs, puis confient l'enfant à de la fratrie. Mais à chaque fois qu'on va visiter, on fait du soutien à domicile, c'est jamais le même mononcle qui répond, qui souvent ne parle pas la langue, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Bref, abandon. Négligence, celui-là, c'est celui qui nous vient beaucoup de l'école, ça. Ça va être la salade rouillée dans les lunchs. Moi, j'ai entendu parler de lunch, là. Saucisse hot dog cru dans un blender en 2 tranches de pain. Du linge non approprié à la saison, des poux,
des punaises de lit. Ça peut être donc au niveau santé aussi, lorsqu'il y a des problèmes de santé, on a les médicaments, il n'y a pas de suivi, l'école appelle à la maison, le numéro de téléphone ne fonctionne pas, c'est jamais le bon, on donne des numéros différents, jamais de réponse. Alors, voyez un peu là, logement évidemment inadéquat et sur le plan éducatif aussi. Donc, un manquement au niveau du suivi en lien avec l'école. Ça peut être aussi de l'école à la maison qui n'est pas fait. Ou encore, ben, vous pouvez deviner là, des interactions avec des considérations ethnoculturelles, ethno-religieuses aussi en lien avec ça. Ce sont des motifs de signalement par rapport à la notion de négligence. Et c'est toujours, puis là, on le voit apparaître dans les motifs de compromission, c'est pas juste si la personne ne répond pas à ses besoins, c'est aussi lorsqu'il y a un risque sérieux que ses besoins ne sont pas répondus. Donc, on ne veut pas attendre que ça soit produit, on veut agir un peu en amont de ça. Évidemment, ça inclut évidemment les crimes. Hein, ça va de soi. Tout ce qui est infraction criminelle, oui, on fait le 911, mais la police, en même temps qu'il pourrait porter des accusations criminelles, va aussi activer la LPJ puis va faire un placement des enfants de 3/4 du temps. Autre question. Est-ce que les enfants qui sont exposés à la violence entre les parents sans en être victimes directement, est-ce que c'est un motif de compromission? Absolument. C'est un motif de compromission. C'est les mauvais traitements psychologiques. Moi, un des cas que j'ai plaidé, c'était ça, c'était du dénigrement de la part de la grand-mère envers le père dans un cas de parents séparés, ou que l'enfant se sentait complètement torturé en conflit de loyauté avec la grand-mère qui disait des affrosités et la mère qui ne prenait pas les dispositions nécessaires pour dire « wow, arrête ». Là. Alors, mauvais traitement psychologique est un motif de signalement. Évidemment, abus sexuel. Et là, abus sexuel, encore une fois, qui subit ou qui est à risque sérieux de subir. Et ça n'a pas besoin d'être de la part de ses parents. Ça pourrait être quelqu'un, un tiers, qui est en contact avec l'enfant, mais dont les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. On a déjà fait signalement sur le fils d'une propriétaire de garderie qui était sorti de prison après avoir purgé une peine pour pédophilie et qui, de retour dans ces conditions, il ne fallait pas qu'il soit en contact avec des enfants, mais c'est sa mère qui l'accueille chez eux, puis il vit dans une garderie en milieu familial. Vous voyez un peu le problème, là? Et là, ça avait tout été un dossier, ça. Mais bref, subit ou est à risque sérieux de subir, on ne prend pas de chance dans ces cas-là. Je vais en reparler tantôt, mais plutôt se tromper avec un signalement de bonne foi que de ne pas en faire. Et dans des cas de signalement comme ça, si vous êtes de bonne foi, vous êtes protégé, il y a une protection de la loi là, en lien avec ça. Abus sexuels, bon, évidemment, qui implique toute forme d'exploitation sexuelle, toute forme d'agression à leur égard, ça va de soi. C'est pas parce que ça devient du droit criminel que la notion de compromission cesse de s'appliquer. Les deux continuent à cohabiter, là. Alors, il y aura un dépôt d'accusation criminelle, mais en même temps, la DPJ va embarquer au dossier. C'est ce qu'on a vu avec la Tilélé, la petite fille de Granby. C'était exactement ça. Abus physique, toujours là, à risque de subir des sévices corporels ou qui subit des sévices corporels. J'attire votre attention sur une particularité ici. On note aussi la présence aussi de méthodes éducatives déraisonnables de la part de parents. C'est pas là pour rien, ça. C'est vraiment pas là pour rien. Et encore une fois, toujours cette notion-là là, de s'il est à risque d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables ou d'une personne ou de la part de ses parents ou d'une autre personne et les parents ne prennent pas les moyens, c'est un motif de compromission. Sinon, l'autre, qui est un terme un peu fourre-tout, la notion de trouble sérieux de comportement. Lorsque l'enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d'autrui, et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour s'y mettre fin à la situation, ou que l'enfant de 14 ans et plus s'y oppose, est un motif de compromission. Maintenant, encore là, il y a du jugement clinique là-dedans. Je peux vous le dire, là, quand on a monté les sites d'injection supervisés, on a des mineurs qui vont à des sites d'injection supervisés, puis on conviendra que s'injecter, être une personne UDI, comme on appelle, là, utilisatrice de drogue injectable, quand vous êtes mineur, ça tomberait dans un motif de compromission. Mais là, on est en réduction des méfaits, puis on voulait que les gens viennent utiliser des seringues
propre et qui continuent à venir nous voir pour éventuellement avoir une relation pour les aider à sortir de la rue. Si vous leur dites tout de suite, hey, c'est quoi ton nom? Je vais faire un signalement. Puis, ah ouais, non, il va dire, je m'appelle Brad Pitt, puis tu ne me reverras plus jamais. Alors, c'est bref, mais ça, c'est quand même, c'est en lien beaucoup avec le scolaire. Ça a été utilisé aussi en lien avec des troubles graves du comportement en déficience intellectuelle. On peut penser en santé mentale lorsque justement les parents minimisent ou carrément font de l'aveuglement volontaire en lien avec ça. 38.1 parle aussi, puis a été récemment modifié avec la loi 99, là, ça date d'il y a 5 ans, ça, parle de la notion de compromission lorsque l'enfant quitte sans autorisation son foyer, une famille d'accueil ou une installation menée par un établissement qui exploite un centre de réadaptation. Ça, en passant, c'est des centres de réadaptation en jeunesse. On n'en exploite pas, nous autres. Ça, c'est vraiment propre à la DPJ. Là. Donc, ou encore un centre hospitalier. Ça, à ce moment-là, c'est un motif de compromission. Pensez les jeunes filles qui faisaient des fugues un bout de temps là, pour le Grand Prix de Montréal, là, puis on les retrouvait dans des motels dans l'ouest de la ville. C'était un motif de compromission. Je faisais partie de ceux qui disaient mettez-les en garde dans l'établissement, mais ça, c'est une autre histoire. Ou encore, si les parents ne s'inquiètent pas de leur obligation d'entretien et d'éducation, ou ne s'en occupent pas de façon stable, à ce moment-là, c'est des motifs de compromission. Pendant longtemps, 38.1b était utilisé parce que c'était l'histoire de fréquentation scolaire. Mais là, vous allez voir, on en a fait un article particulier parce qu'on a amené de la nuance dans l'histoire de fréquentation scolaire. J'y reviens. Évidemment, tous ces motifs de compromission-là, on a maintenant ajouté des facteurs pour évaluer ça, pour pas que ça devienne un copier-coller, puis qu'on réfléchisse un peu plus en disant, ben, c'est quoi justement les facteurs aggravants ou au contraire confondants en lien avec la situation de compromission qui pourrait peut-être faire que non, on n'est peut-être pas dans quelque chose d'aussi grave qu'on l'aurait cru. Et notamment, on a tout développé par rapport à la négligence et l'obligation de fréquentation scolaire, aussi des facteurs en lien avec ça. Parce que moi, j'ai vécu une situation, là, la jeune fille avec une déficience intellectuelle légère se fait agresser sexuellement par son concierge, le concierge de l'école. Et les parents, donc, ne veulent plus la retourner à l'école. Elle est traumatisée et l'école fait un signalement pour non-fréquentation scolaire. Vous voyez un peu, là, ça avait comme pas d'allure. Là. Et donc, la loi a changé pour justement appliquer ce filtre-là en lien avec l'obligation de fréquentation scolaire. Mais le principe, c'est que normalement, un enfant doit fréquenter l'école. C'est son obligation. Mais on va regarder aussi du cas par cas. Puis je peux vous dire qu'avec COVID, le ministère a ouvert beaucoup plus la possibilité de faire de l'école à la maison. Et donc, c'est pas vrai qu'on fait des signalements pour chaque enfant là, qui vient pas, qui fréquente pas l'école. L'autre article 38.3, c'est l'article Shafia. Carrément. Il faut le voir de même. Vous vous souvenez du scandale de cette famille-là qui avait, d'ailleurs, il y avait un signalement du bar de Batcha. Donc, parce qu'à Montréal, les centres jeunesse, la DPJ est divisée en deux, selon qu'elle est anglophone ou francophone. Et donc, Batcha avait reçu un signalement, puis après ça, les centres jeunesse en avaient reçu un autre, puis ils ne se parlaient pas. Mais l'idée derrière, c'est que le concept de l'honneur, de l'idéologie, des traditions familiales ne peut pas justifier une situation de compromission. Et bon, évidemment, il y a un article particulier aussi pour le cas d'un enfant qui se sauve de chez lui et essaye d'appeler à l'aide un adulte sur la rue en disant « Aidez-moi, aidez mes frères, aidez mes sœurs, nous sommes mal en point. » Et à ce moment-là, encore une fois, on crée une obligation justement de faire un signalement pour tout adulte qui est saisi d'une situation comme ça. L'article que je vous parlais tantôt, une personne ne peut pas être poursuivie en justice pour des actes accomplis de bonne foi en vertu, donc l'article 39, donc l'obligation de signalement, ou 42. C'est vraiment cette idée-là que si vous êtes c'est pas une histoire de règlement de compte, là, hein, ouais, tu vas voir, je vais te l'enlever ton enfant, là, mais c'est vraiment de bonne foi. À ce moment-là, ben oui, vous pouvez, vous êtes protégé là, d'une poursuite en justice. Et il y a une autre protection, c'est que dans la mesure du possible, on ne peut pas le garantir à 100%, l'identité de la personne qui a fait le signalement va être protégée.
Je dis dans la mesure du possible parce que malheureusement, dans certains cas, on n'aura pas le choix. Il va falloir aller témoigner au tribunal ou dans certains cas, les parents ne sont pas niaiseux. Là. Ils vont bien allumer que, je veux dire, compte tenu des motifs du signalement, ben, ça ne peut être que vous, ça ne peut être que quelqu'un à l'école ou ainsi de suite. Mais on va essayer le plus possible de protéger ça. Et donc, lorsqu'il y a des demandes d'accès à l'information, on va traiter ça comme si c'était de l'information émanant d'un tiers. Comme vous le savez, quand ça vient d'un membre du personnel, on ne peut pas caviarder l'identité de ce membre-là dans une demande d'accès à l'information. Mais dans ce cas-là, oui, on va le faire. Puis on va caviarder le nom de la personne qui a fait le signalement, puis même l'identité, les informations qui pourraient l'identifier. Autre question qu'on m'a posée, la DPTS, la DPJ nous appelle pour avoir des renseignements sur une patiente ou sur un patient. Ont-ils le droit ou est-ce qu'ils s'essayent? C'est oui, puis oui. Ils ont le droit, mais des fois, ils s'essayent. Vous savez, puis l'autre question, on me demande une opinion parfois sur les compétences parentales. Peut-on les refuser? Souvent, je dis que je n'ai pas cette compétence. Moi, ce que j'ai tendance à dire à mes étudiants quand je parle de la DPJ, puis pour l'avoir vécu, travailler avec la DPJ, c'est comme danser le tango avec un gorille de 500 kilos. Alors, si vous êtes synchronisé, c'est bien de fun. Il n'y a personne qui vous pile ses pieds. Vous êtes avec le plus gros joueur qu'il y a dans le réseau. Mais si vous n'êtes pas synchronisé, je vous garantis, ce n'est pas lui qui va voler, c'est vous. La réalité, c'est que la DPJ, de la façon qu'elle est construite, elle a des pouvoirs extraordinaires. Elle a des pouvoirs, notamment, d'enquêter sur toute matière relevant de sa compétence, de la compétence du directeur. Alors, c'est vraiment là, elle a le pouvoir d'exiger d'un établissement qu'on lui communique des renseignements contenus au dossier de l'enfant de l'un de ses parents ou d'une personne mise en cause par un signalement. Et donc, et c'est vraiment là, même s'ils n'ont pas fini leur enquête, ils vont nous appeler, ils vont communiquer avec nous, ils vont dire, vous m'envoyez le dossier sur monsieur un tel ou madame un tel. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour leur bloquer cette affaire, ça. Et là, ce qui est frustrant, c'est qu'une fois que vous l'avez envoyé, eux, ils n'ont aucune obligation de revenir vous voir et de dire, ben voici comment on l'a analysé, voici ce qui a été fait, voici ce qui a été mis en place. Vous allez souvent être dans le néant. Vous n'allez plus l'entendre parler. Et vous allez faire, voyons, c'est quoi, qu'est-ce qui est arrivé là-dedans? Et là, vous êtes un peu coincé, vous n'osez pas trop en parler, vous ne savez pas trop qu'est-ce qui se passe, vous allez peut-être revoir la personne visée par le signalement, puis là, vous ne savez pas qu'est-ce qui est arrivé. C'est vraiment là. Et c'est vrai. Et la levée du secret professionnel est prévue à ce moment-là. C'est vraiment là. Et plus que ça. Puis la loi 15 le prévoit aussi, en mettant ça conditionnel là, à un ordre de cours, mais peu importe. Présentement, la DPJ, dans le cadre du traitement d'un signalement, elle peut débarquer à toute heure raisonnable et si c'est une urgence, en tout temps dans votre bureau, puis vous demander d'ouvrir vos tiroirs, d'ouvrir votre ordinateur, d'avoir accès au dossier de l'enfant, puis tirer des copies de ce dossier. C'est vraiment là, c'est pour ça que souvent, quand que la DPJ nous contacte, là, souvent on m'appelle, on va dire, là, j'ai opposé, c'est confidentiel, là, ça ne marche pas de même. Là. C'est vraiment. Alors, le seul pouvoir qu'on a, et que je vous recommande fortement d'utiliser, c'est de demander à la personne qui vous contacte de s'identifier, puis d'exhiber un certificat là, qui atteste sa qualité. Pourquoi? Parce qu'on a eu des cas de parents qui sont fait passer pour des employés de la DPJ pour avoir accès au dossier de leur futur ex pour l'utiliser pour montrer que ce n'est pas des bons parents dans le cadre des instances de divorce ou de séparation. Alors, soyez prudents là-dessus. Là. Vous leur demandez, non, écoutez, là, c'est évident, si vous le connaissez depuis des années, là, peut-être pas nécessaire, là, vous ne recevrez pas de carte de Noël, là, mais minimalement, demandez-leur, qui êtes-vous? Montrez-moi. Et c'est ce qu'on fait. Mais une fois qu'ils sont identifiés, puis qu'ils affirment que c'est dans le cadre du traitement d'un signalement, on est coincé et on doit collaborer. C'est le gorille de 500 kilos. C'est vraiment, vraiment ça. Lorsque la DPJ embarque au dossier, comme je vous ai dit, il va essayer de trouver des solutions pour garder l'enfant dans son milieu avec la participation active des parents. Ça peut donner lieu à des interventions pour sensibiliser les parents des meilleurs lunchs, des meilleures conditions d'hygiène, du consentement aux soins, des choses comme ça. Et dans certains cas, lorsque c'est plus sérieux et lorsqu'il y a une collaboration, ils vont faire ce qu'on appelle des mesures volontaires. Ils vont s'engager, c'est un contrat carrément, qui vont s'engager et que souvent, on va aller devant un juge de la DPJ pour faire entériner des mesures volontaires qui peuvent durer jusqu'à un maximum d'1 an. C'est une entente écrite. C'est comme c'est un mini-contrat. Souvent, c'est révisé aux 3 mois, cette affaire-là. Ça peut aller jusqu'à 1 an, puis ça peut durer une autre année. C'est maximum 2 ans à ce moment-là. Et donc, l'idée derrière, c'est un plan pour mettre fin à la situation de compromission.
Mais dans certains cas, on n'a pas ce luxe-là. Et la réalité, c'est que la DPJ va débarquer à 11 heures le soir avec la police, puis va carrément aller sortir les enfants. Ça donne des choses assez dramatiques, là. Alors, c'est vraiment... Et dans le cadre de ça, bien évidemment, la DPJ, le juge va vouloir entendre toutes les opinions possibles, va vouloir entendre, et vous pourriez être interpellé pour produire soit un rapport ou même aller témoigner sur la base de... Là. Je vais y revenir sur le témoignage dans un instant. Et donc, mais les mesures volontaires sont vraiment la chose qu'on pousse le plus. C'est sûr qu'il y a des mesures urgentes et tout ça, là, mais c'est ce qu'on pousse le plus. OK. Là, je parle vite. Je vous ai lancé plein de concepts parce que je veux vraiment garder du temps pour des questions. On va essayer de mettre tout ça ensemble dans un petit graphique. Alors, vous avez des choses que vous connaissez. On part d'en haut, on va se rendre au milieu. En haut, vous avez un usager qui présente un danger grave, mais non immédiat. Ça, c'est pour la communication d'informations confidentielles. Usager qui présente un danger grave, mais non immédiat envers lui-même ou autrui, ben, vous êtes dans le soin. Tout ça est confidentiel ou lié par le secret professionnel, tout dépendant, et c'est consigné au dossier de l'usager. Les leviers qu'on a en lien avec ça, c'est évidemment des mesures volontaires de consentement aux soins, des mesures de contrôle de 118.1 de la L4S ou des ordonnances de soins ou d'évaluation psychiatrique. Ça, c'est votre pain puis votre beurre. Dans le cadre de ça, toutefois, il est possible que vous ayez des motifs sérieux de croire d'une situation de compromission d'un mineur suivant les articles 38, 38.1 de la Loi de la protection de la jeunesse. Dans ce temps-là, suivant l'article 39, vous avez tout à fait le droit de communiquer avec la DPJ pour faire un signalement. La DPJ aussi offre un service où vous pouvez les appeler et valider votre lecture sans nommer de nom, sans nommer rien, de façon à ce que, comment dirais-je, c'est juste voir un peu comment vous réagissez. Est-ce que vous croyez que c'est une situation de compromission? C'est un genre de service de consultation. Et c'est une TS qui répond au téléphone, mais il y a des avocats pas loin. Là. Je le faisais, ça aussi. Et donc, il y a un rôle conseil en cas de doute. Ensuite, vous avez la situation lorsque vous avez des motifs raisonnables de croire qu'un usager présente un risque sérieux de mort, dont un suicide ou de blessure grave. Là, on n'est plus dans la LPJ. Là, on est dans 60.4 du Code des professions ou encore 19.0.1 de la L4S, c'est-à-dire lorsque vous avez, dans ces cas-là, vous pouvez communiquer de l'information à qui de droit pour protéger la vie. C'est vraiment ça, là. Et en tant que professionnel, vous avez une autonomie en lien avec ça. Les employés de l'établissement, eux doivent suivre la procédure interne là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de désigné par le PDG pour c'est qui peut communiquer à l'externe. Là, on parle de quand vous avez le temps. Là. Si vous n'avez pas le temps d'être en 911, vous n'y pensez pas, on fait 911. Évidemment, puisque je regarde à qui je m'adresse présentement, peut-être que celui-là, vous êtes très familier. Lorsque vous avez des motifs de croire que l'état mental d'une personne présente un danger grave et immédiat envers lui-même ou autrui, bien, on est dans la P38, que vous connaissez évidemment très bien. Et finalement, lorsqu'il y a une urgence, vie est en péril ou acte criminel en développement, mais acte criminel mettant justement la vie ou l'intégrité en danger, c'est le 911. Là. Alors, ça, c'est des vases communicants. C'est sûr que dans certains cas, la situation de compromission, la réaction à ça, c'est de faire le 911. De même que dans des cas de P38, on n'a pas le temps de dire on va appeler suicide action ou on va appeler moment ou on fait le 911 puis that's it, là. Alors, c'est des vases communicants, mais ça vous donne un peu le cadre exceptionnel dans lequel on peut communiquer de l'information confidentielle alors que vous êtes lié par des obligations en lien avec votre code de déontologie, de secret professionnel et de confidentialité. Des contacts avec la police, quelques mots rapides. Il n'existe aucune obligation dans la loi à quiconque de dénoncer une infraction criminelle passée à la police. Si votre patient vous dit « j'ai commis un acte criminel », vous n'avez aucune obligation d'appeler la police, sauf si vous avez des motifs raisonnables de croire qu'il y a un risque sérieux de mort, de blessure grave qui menace un groupe de personnes. Alors, j'ai tué quelqu'un il y a 3 jours, bien, je pense que vous avez des motifs de croire qu'il y aurait peut-être une récidive. Oui, vous pouvez appeler la police. J'ai tué quelqu'un, fait vécu en passant, j'ai tué quelqu'un il y a 10 ans, et je me suis confié à une TS que je trouvais cute, puis j'essayais d'impressionner ce week-end, puis elle l'a mis au dossier. Ça, là, je ne suis pas sûr nous, on ne l'avait pas appelé la police. On l'avait géré sous la gestion de risque parce qu'il n'y a aucune obligation, donc, puis pensez le cas de Julie Surprenant à la Cité de la Santé de Laval, c'était exactement ça, où l'infirmière avait appliqué comme il faut son code de déontologie, il n'avait pas, parce que le type qui avait dit oui, je l'ai tué, il était mourant du cancer, il allait sortir les pieds premiers,
il n'avait pas, c'était pas être enfermé quelque part en train de mourir de faim, c'est non, elle est morte depuis des années. Les seules infractions que vous êtes obligé de dénoncer, c'est une atteinte à Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Alors, pensez-y. Ou encore le gouvernement fédéral, c'est les deux seuls. Donc, trahison, haute trahison, ça, vous êtes obligé de le dire. Là, je vous parle du passé. C'est évident, si vous dites je m'apprête à faire quelque chose dans l'avenir, c'est autre chose, évidemment. Autre chose, puis vous avez sûrement entendu parler de l'arrêt Dersch contre Canada de 1990, qui est le point de départ de cette notion du caractère confidentiel des renseignements, où que la Cour suprême a dit que le médecin doit respecter le caractère confidentiel des renseignements qu'il reçoit sur son patient, et il n'y a rien qui lui permet de les divulguer à la police sans le consentement du patient. Évidemment, il y a des bémols. Premier bémol, c'est le 60.4 que je vous ai parlé du Code des professions, article 21 de votre Code de déontologie aussi. L'autre bémol, loi Anastasia, que vous connaissez aussi, lorsque vous avez des motifs raisonnables de croire qu'une personne a un comportement susceptible de compromettre sa vie ou celle d'autrui avec une arme à feu. Ce qui veut donc dire que lorsque les policiers viennent me poser des questions, ben vous le savez, si on n'est pas dans les cadres de ce qu'on vient de voir avec mon petit organigramme ou encore dans ce cadre-là, on est lié par la confidentialité. À moins qu'il vous sorte un mandat. Et si vous, un mandat de perquisition, et là, à ce moment-là, vous devez collaborer, donner accès au dossier. Et le mandat ou une ordonnance de cette façon-là, si vous portez obstruction à ça, ils vont vous embarquer. C'est aussi simple que ça. Là. Alors, c'est vraiment, là, on collabore. Ça arrive des fois que la police sort un mauvais mandat. Monte un mandat, c'est un mandat de perquisition de l'appartement, c'est pas un mandat pantoute pour le dossier. Vous n'êtes pas obligé, si vous n'êtes pas tenu à ça, vous, dans le sens que vous êtes de bonne foi, vous n'êtes pas des spécialistes de la chose, on vous le montre, vous le lisez rapidement, ça semble être correct, laissez les avocats de la défense un peu plus tard faire leur job, là, ça sera de la preuve acquise illégalement. Mais ne vous mettez pas trop de pression, ne vous faites pas embarquer de grâce. Lorsque vous allez devant le tribunal, et notamment la DPJ est bien forte là-dessus, vous allez recevoir des assignations à comparaître. Légalement, vous devez les recevoir 10 jours avant. Mais dans les faits, la DPJ, mes collègues de la DPJ ne le font jamais. Ils les font en urgence la veille ou 2 jours avant. Puis souvent, ils vont vous envoyer ça avec ça s'appelle une assignation à comparaître. On appelle plus ça un subpoena, mais c'est duce tecum. Ils vous demandent d'amener les documents aussi. Et là, mettez-vous en contact avec les archives là-dessus. Pour ramener les documents, parce que dans certains cas, ce que les archives vont faire, c'est qu'eux vont amener les documents. Ils vont amener les documents scellés, puis c'est eux qui vont les remettre au juge pour que la chaîne de possession, notamment du dossier de l'usager, ne soit pas interrompue. Là. Alors, moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Si c'est votre dossier de médecin, c'est autre chose, mais si on vous demande d'amener le dossier de l'établissement, vous vous mettez en contact avec l'équipe de Nancy Saint-Sauveur immédiatement. L'affaire, quand vous passez en cours, que vous devez comprendre, c'est que vous êtes lié par le secret professionnel et aussi par la confidentialité, puis c'est deux choses différentes. Le secret professionnel, non seulement, c'est votre relation un à un avec votre patient, je ne vous donnerai pas un cours sur le secret professionnel, vous savez mieux que moi, vous ne pouvez passer outre que si vous avez le go du patient. Alors, si vous avez du temps, souvent, on va lui demander, dans le cadre des ordonnances de soins, ça m'est arrivé quelques fois de dire, avez-vous parlé à votre patient? Avez-vous dit est-ce qu'il est au courant que vous vous apprêtez à dévoiler cette information-là? Avec la DPJ, ça ne marchera pas, ça. Ça se fait trop vite, 3 dernières minutes. Alors, ce qui veut donc dire que vous avez besoin d'une disposition expresse de la loi. Il n'y en a pas vraiment qui va vous permettre d'aller témoigner dans ce cadre-là, ce qui veut dire que si vous êtes convaincu que ça a été dit sous le cadre du secret professionnel, dites-le à l'avocat. Le matin, l'avocat qui vous a convoqué, puis vous allez arriver un petit 15-20 minutes plus tôt là, au palais de justice, dites-le à l'avocat. Faites-lui savoir justement cette situation-là. Pourquoi? Parce que l'avocat, lui, il va le dire au juge. Et c'est bien, bien, bien important que le juge soit au courant parce que c'est un motif d'appel. Et c'est là la distinction entre le secret professionnel, c'est ce qui s'est dit dans votre bureau entre vous et la personne, et la confidentialité, ça, c'est l'équipe. C'est le continuum de soins, c'est ce que l'équipe est au courant de. Et ça, là, du moment que vous êtes assermenté, vous pouvez témoigner là-dessus sans aucun problème. Ça ne vous a pas été dit sur le cadre du secret professionnel un à un. Et donc, en préparation, allez à la cour, quand vous allez faites la distinction entre les deux. Et si vous n'avez pas la chance de parler à l'avocat, dites-le au juge.
Parce que, voyez-vous, on est dans la Charte québécoise des droits et libertés, dernier paragraphe, le tribunal doit d'office assurer le respect du secret professionnel. Ce qui veut dire que vous avez dit, écoutez, monsieur le juge, la question qu'on me pose m'a été dit, la réponse m'a été dit sur le cadre du secret professionnel. Le juge va dire, OK, on va vider la salle, on va en discuter. Qu'est-ce que vous auriez dit? Il va prendre une décision. Je vous lève du secret, vous pouvez continuer à témoigner. Ou pas. Alors, c'est vraiment là. Alors, mais si cependant, c'est du travail d'équipe, cassez-vous pas le basic, à ce moment-là, on est dans la confidentialité, respect de la vie privée. C'est aussi simple que ça. Et là, vous pouvez tout simplement témoigner là, tout ce que vous savez en lien avec ça. C'est du speed dating juridique que je fais à midi. Là. Vous dire donc, j'adore cette citation d'aller sur le pays des merveilles, là, parce que la réalité, c'est qui dit si l'on boit une partie du contenu d'une bouteille portant l'étiquette poison, ça manque presque jamais tôt ou tard d'être mauvais pour la santé. Vous pourriez l'utiliser à votre sauce. La mienne étant, si on ne tient pas compte des aspects juridiques dans les interventions, éventuellement, ça nous rattrape, puis on a de la difficulté à s'en soustraire ou à se défaire de la situation malencontreuse dans laquelle on est. Il y a un cadre de collaboration avec la DPJ qui est en train d'être mis en place, mais ce n'est pas simple, cette affaire-là. Et dans certains cas, il ne faut jamais perdre de vue les motifs de compromission puis l'obligation de l'article 39. Parce que malgré le cadre qui peut être mis en place, il y a des fois, il faut faire stop, je suis tenu de faire un signalement ici. Et dans d'autres cas, vous pouvez même le dire carrément aux parents. Là. Écoutez, là, moi, là, la loi va m'obliger. Si on continue dans cette pente-là, là, éventuellement, je vais devoir agir là-dessus. Je ne pourrais pas juste. C'est pas vrai que le secret professionnel puis notre relation va couvrir tout ça. Là. Vous avez des obligations en tant que parent, puis malheureusement, la loi m'oblige à agir, même si ce n'est pas mon client. C'est exactement ça. Vous n'avez pas eu ce mandat-là. Vous n'êtes pas un expert de ça. Si vous étiez un pédopsychiatre qui avait eu un mandat d'évaluer, alors souvent avec des caméras cachées ou aller voir à l'œuvre, ça, c'est autre chose. Puis là, vous faites une expertise là-dessus. Mais là, vous ne pouvez pas témoigner de quelque chose que vous n'avez pas fait, puis vous avez une obligation d'intégrité puis d'honnêteté, justement. Alors, c'est exactement la réponse que vous pouvez donner, mais ça ne les empêche pas d'aller fouiller dans le dossier. Puis, vous avez bien raison, puis il y a, petit commentaire de 15 secondes. Pendant longtemps, à la DPJ, il y avait un cercle vicieux pour les parents, où lorsque les parents avaient besoin d'aide et demandaient de l'aide, ils faisaient ce qu'on appelle un placement volontaire. Mais après ça, ça leur était reproché lorsqu'il arrivait le temps de reprendre l'enfant en disant, ben non, vous avez volontairement placé votre enfant parce que vous n'étiez pas capable de vous en occuper. Et donc, dans d'autres cas, ben, on faisait un placement contre le gré. Puis ça aussi, bref, on était dans des drôles de réflexion et évidemment avec un biais énorme envers les réalités ethnoculturelles. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Là. On est loin de la coupe aux lèvres là-dessus. Vous savez que les employés qui travaillent à la DPJ, c'est un des plus hauts taux de burn-out de tous les secteurs du réseau de la santé. C'est souvent des femmes. Plus vous êtes engagés, plus vous vous brûlez vite. Peut-être que ça serait intéressant de se prévoir. Moi, un de mes dadas, c'est l'article 60.4 du Code des professions. Ça donne que Maître Tivierge a fait sa maîtrise là-dessus aussi. On est deux, là. Moi, j'ai rédigé un des mémoires du barreau là-dessus. Relisez-le attentivement. Puis on pourrait peut-être se prévoir, si vous voulez en discuter, en lien, il y a un arrêt de la Cour suprême qui est Smith contre Jones qui interprète c'est quoi la portée de danger imminent. C'est quoi la portée qui vise un groupe de personnes identifiables? C'est quoi la portée de peu par rapport à doigt? Et de réfléchir, parce que dans le cas vous me dites là, c'est ça. Là. Moi, j'ai accompagné des sexologues qui accompagnaient des personnes avec justement ils prenaient l'autobus à l'heure de fermeture des écoles puis ils fantasmaient ses enfants. Et elle est où la ligne? Là? À partir de quand est-ce qu'on appelle les autorités? Et c'est du cas par cas et c'est pas évident. Et c'est important de bien camper votre obligation de moyens, vos écrits. Comment vous êtes arrivé à cette décision-là d'aller de l'avant ou de ne pas aller de l'avant? Parce que si après ça, il y a quelque chose qui arrive, vous êtes capable de montrer que vous avez agi de façon prudente et diligente comme un psychiatre placé dans une situation similaire et selon les règles de l'art. Et c'est les critères de l'obligation de moyens du médecin, ça. Alors, mais ça, malheureusement, en 2 minutes, je ne rends pas justice, mais c'est une super belle question. Moi, je vous invite à peut-être, là, ou sinon, on se prendra rendez-vous ensemble, on en discutera, mais ça, c'est au cœur de votre pratique, ça. Au cœur. Parce que le danger, si vous ne maîtrisez pas bien ces notions-là, c'est une pratique défensive, ou encore, vous allez sortir de votre cadre, puis vous allez vous inventer un rôle, vous allez vous mettre dans le pétrin. Hein, je suis habile à ne pas répondre à votre question. Là.
à donner certains éléments de réflexion. Merci beaucoup, effectivement, pour la présentation, Mike Lecomte. Je pense qu'il reste une minute. Je ne sais pas si j'ai d'autres collègues qui avaient des questions. Sinon, je voudrais juste poser la question aussi, j'imagine, si jamais on est dans des situations litigieuses ou malgré toutes les informations que vous nous donnez, on Oui. est incertain et qu'on est dans des heures ouvrables, ça demeure une option d'essayer d'appeler les affaires juridiques pour que quelqu'un nous rappelle lorsqu'ils auront 2 minutes. Oui, absolument, absolument. Oui, oui, puis il y a toujours un avocat, il y a toujours un avocat à l'urgence aussi. Puis, ben, écoutez, Maître Vierge est gestionnaire, fait qu'elle répond au téléphone aussi le soir et la nuit. Je ne devrais pas dire ça. J'ai pas dit ça à voix haute. Non, mais blague à part, on est là pour vous soutenir, surtout dans les cas de DPJ, puis ça se fait souvent très, très rapidement, ces affaires-là, ou même de discuter des situations de compromission. Moi, pour moi, je dis tout le temps, puis je vais peut-être Mm. terminer là-dessus à Mhm. mes étudiants, puis dans les formations, c'est la règle de la demi-heure. Avez-vous une demi-heure? Avez-vous le temps d'y penser? Si vous avez une demi-heure, validez-vous auprès de collègues, parlez-vous-en à vous, appelez le contentieux. Moins d'une demi-heure, 911. 911 ou DPJ, là, n'hésitez pas. Si vous le faites de bonne foi, vous ne serez pas poursuivi, vous n'irez pas en prison, n'ayez crainte. Plutôt se tromper de ce bord-là. Puis faites pas comme une de mes anciennes intervenantes de dire ah, on était vendredi, je me suis donné le week-end pour y penser. Bon. Donc, on se laisse sur cette règle de la demi-heure. Merci. Je souhaite un bon mardi à tous.